C'est un plaisir pour moi d'accueillir notre séminaire mensuel de ce mois. Vous savez que depuis quelque temps, depuis environ 2 ans, la DIREP relance son séminaire de recherche. Chaque mois, on a un chercheur senior ou un chercheur junior qui présente son projet de recherche ou bien l'état de ses recherches. Aujourd'hui, c'est un véritable privilège, plaisir et honneur pour moi d'accueillir mon collègue, ami, docteur Kester Bien-Aimé. Bon, il est passé de présentation pour nous, mais il est pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Kester Bien-Aimé, il est détenteur d'un doctorat en ethnologie patrimoine à l'Université Laval. Kester Bien-Aimé est le chef de programme culture à la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO, ex-directeur général du Comité international pour la promotion du créole et l'alphabétisation, KEPKA. Il est aussi cofondateur de l'Institut haïtien patrimoine et tourisme, membre du Centre de recherche culture art CELAT, membre du comité équité, diversité, inclusion et dit du CELAT, membre du laboratoire langage, discours, représentation de la DIREP de l'Université d'État d'Haïti. Et qui s'est bien aimé anime les cours histoire de la photographie et du cinéma au premier cycle et patrimoine et identité deuxième cycle, co-auteur de plusieurs parutions sur le patrimoine culturel haïtien. Il est l'auteur des ouvrages Débat au mur, Caïma d'Ancolo, Port-au-Prince, photographie et texte 2007, Les morceaux de l'empereur Jacques Ier 2010 et Jazz Image, une autre pensivité photographique 2020. Ces photographies sont présentées, publiées et étudiées en Haïti et ailleurs. Ses intérêts de recherche sur les dynamiques de patrimonialisation de l'héritage colonial en contexte post-colonie. Voilà, voilà, je souhaite à mon ami et collègue la bienvenue dans ce Ok, séminaire. Ça va être un bon moment. Voilà, je vous laisse en compagnie de, de Kester Bien. ok. Merci d'avoir accepté Et, de présenter votre travail. d'accord. Et bon, on va discuter de mon travail et ce que je fais en général. Et merci, professeur Gustinville. Effectivement, et c'est un ami. Et les amis sont rares, hein, dans notre République. Et merci à mon laboratoire d'accepter et de m'inviter à faire cette présentation. Et merci à vous, bien sûr, membres du laboratoire et d'autres qui sont invités, notamment par professeur Gustinville. J'aurais pu également inviter mes étudiants, hein. Mais Oui, bon, ça ne va pas comme ça. En général, ils en profitent, elles en profitent. je OK. comprends. Parce que les cours sont en général dans notre université, surtout de nos jours. Donc, quand on intervient, surtout quand il est possible d'échanger ensemble, donc nos étudiants peuvent toujours en profiter. Et merci, justement, merci à vous et d'être présente. Et justement, on va parler patrimoine et de manière vraiment décomplexée, sortir de ce lieu global et pour parler de cette question qui nous concerne. Euh, et voilà, ce sera l'axe principal de mon intervention, qui n'est pas structurée de manière schématique, au sens que je vais vous présenter un PPT, ce que j'aime bien faire. Je choisis de parler avec un texte de préférence et ensuite on va procéder au débat. Et bien entendu, j'espère. Euh, Laisse-moi essayer de tenter de partager mon écran. Bon, moi, Mhm. je sors de l'écran pour l'instant.
Voilà. Et, et comme est proposé, et en fait, quand le laboratoire LAX et je crois que c'était notre sociologue qui s'occupait de cette question, et j'avais proposé un titre comme ça, la figure historique de la ville de Port-au-Prince à l'ère de la post-patrimonialité. Ouais, bon, c'est spontané, mais c'est également l'axe de mes recherches et également qui m'intéresse plus précisément. Et que ce sont des éléments que je n'ai pas développés de manière systématique dans mon travail doctoral et pour éviter des encombrements, etc. Mais bon, c'est quand même mentionné et très certainement très, très bien positionné dans la vision que j'ai développée dans ce travail doctoral. Bon, et parlons effectivement d'une ville que vous avez entendu parler, mais qui certainement n'est plus. euh, Dans la région des Caraïbes, depuis la baie de Port-au-Prince, on peut observer le tracé d'une ancienne ville, d'une ancienne cité coloniale qui fut la capitale de la riche colonie française de Saint-Domingue, 1770-1804. La partie occidentale de l'île d'Haïti, elle est actuellement la capitale de la République d'Haïti, le siège du gouvernement. Bon, on peut voir que le débat, notamment, tout se concentre notamment à Port-au-Prince comme siège du gouvernement. À première vue, sur ce lieu à forte charge historique et mémorielle est une impressionnante concentration urbaine confusément organisée et entretenue. Ma préoccupation, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce paysage urbain historique de la ville de Port-au-Prince à sauvegarder. Bon, et à montrer. C'est-à-dire, moi, me considérant, par exemple, éventuellement comme touriste, et j'ai des amis touristes, est-ce que je peux les inviter à venir regarder Croix à Port-au-Prince? Bon, certainement, il y a des gens qui vont répondre le contraire, qui ont des réponses. Et bien entendu, moi, je me pose la question. Bon, et maintenant, qu'y a-t-il dans le paysage urbain historique de la ville de Port-au-Prince à sauvegarder, à montrer, à transmettre aux générations futures du point de vue de l'histoire, de la mémoire et du patrimoine? Et question bien sûr centrale dans ma thèse. Et cette ville capitale qui se réinvente chaque jour contre le gré de tous, hein, se reproduit singulièrement en avalant tous les morceaux du territoire qui l'environnent, en admettant que les dysfonctionnements urbains en cours proviennent d'un passé très complexe. Et l'étude moi-même que j'ai faite, bon, qui n'est plus en cours, mais je vous donne plus ou moins ici une intro avant de passer à l'aspect qui nous intéresse là présentement. Et cette étude s'intéresse à la question suivante. Qu'est-ce qui fait patrimoine? Certainement, c'est une question, bon, c'est-à-dire, on pourrait dire facile, oui, oui, tout le monde a une réponse, mais c'est pas toujours évident et savoir ce qui est patrimoine. Il est fabriqué d'une certaine manière, tellement hermétique, c'est pas évident que le commun des mortels puisse dire à haute voix, de manière intelligible, construire, documenter ce que c'est le patrimoine. C'est pas évident. Puis certainement une certaine élite détenteur, héritière et d'un certain nombre de biens, etc., pour des transactions historiquement qu'on peut expliquer, peuvent dire oui, moi je comprends, etc. Moi, mais c'est pas toujours évident de comprendre ce que c'est. Et que ce soit pour les classes privilégiées ou les masses urbaines de Port-au-Prince, par exemple, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire entre ces deux groupes-là, désolé pour cette dichotomie ou cette binarité, entre ces deux groupes-là qui occupent qui peuplent la ville de Port-au-Prince, c'est quoi relativement, respectivement pour ces deux groupes-là, le patrimoine. Les politiques patrimoniales et mémorielles combinées, moi j'ai traité cette politique entre 1927 jusqu'à 2012 pour tenter de voir et le fil conducteur, comment les politiques patrimoniales, à qui s'adresse cette politique, et ce qu'on entend par exemple le patrimoine désigné ou le patrimoine social ou patrimoine institutionnel,
et comment les tensions qui existent entre ces deux types d'appropriation, entre le patrimoine social, le patrimoine ethnologique et le patrimoine désigné par l'État ou le patrimoine désigné par ces élites dominantes et culturelles de la ville de Port-au-Prince. Et s'ajoutant au mode d'appropriation conflictuelle, je prends ici sur moi cette question d'appropriation conflictuelle avec cette notion, je tente quand même de comprendre ce qui se passe à Port-au-Prince. Et bien entendu, ces jours-ci, ça se révèle, tout le monde est au courant, mais au moment où je travaillais cette question, c'était pas à ce niveau-là parce que j'ai fait mon terrain en 2019 et d'une part, et 2019-2020, mais pour des raisons ou pour une autre, en tant que photographe, je me suis mis à travailler sur cette ville depuis 2006. C'est comme ça, j'arrive à produire une exposition qui s'appelle Port-au-Prince Fou, actuellement enragé, et d'autre part, exposée à Boston et ailleurs, et à Port-au-Prince. Le magistrat de Port-au-Prince m'avait demandé de lui proposer une exposition au cours de l'anniversaire de Port-au-Prince en 2007, mais bon, qu'est-ce qu'il voulait? Et je lui ai proposé Port-au-Prince fou. Il m'a dit non, en tant que magistrat, c'est compliqué d'accepter que ma ville soit déclarée folle. Proposez-moi un autre titre. Et finalement, je lui ai proposé Kaima Dankolo et photographie et texte avec un certain nombre d'écrivains que vous connaissez, que j'en passe, les plus cotés que vous connaissez, bien entendu, qui travaillent, bien sûr, qui proposent des textes sur la ville de Port-au-Prince. Et maintenant, appropriation conflictuelle, depuis dans mon travail de photographie, déjà, en 2006, 2007, exposé et j'ai voyagé avec. Cette appropriation conflictuelle, je l'ai remarqué. Des espaces publics offrent une belle perspective à l'ethnologue historique que je me réclame aujourd'hui et de cet espace social vécu. Sans pouvoir mobiliser avec exhaustivité le passé de cette ville, cette thèse examine le fondement narratif de sa mémoire patrimoniale. Encore un concept clé de mon travail. Ce qui discrimine, ce qui discrimine ce qui est patrimoine et ce qui ne l'est pas dans mon travail de terrain, avec beaucoup de douleur. Certains de ces élites-là me confirment que le peuple est incapable de produire du patrimoine parce qu'ils sont des noms urbains. Ce qui discrimine ce qui est patrimoine de ce qui ne l'est pas. Par un examen de la circulation des notions de patrimoine et de la mémoire entre des fractions sociales urbaines de Port-au-Prince, cette recherche invite à réfléchir aux difficultés du processus de patrimonialisation dans cet espace difficile. Je ne suis pas du tout optimiste en ce sens. Peut-être tout investir mon terrain. Et à l'aide d'une historiographie critique de l'événement fondateur de 1492, cette dissertation, par exemple, le travail que j'ai présenté récemment en octobre, disons, cette dissertation doctorale interprète les usages du patrimoine héroïque et fièrement exposé au Champ de Mars et l'invisibilisation des figures historiques traitées comme ordinaires. Si on prend ça de manière figurée, justement, il y a des gens dans la ville de Port-au-Prince qu'on considère comme ordinaires, alors que d'autres sont justement emblématiques. Il n'y a qu'à voir à travers la mémoire exposée, la mémoire historique que j'appelle moi-même, dans le cadre de mon travail, et plutôt nationaliste canonique. Et ce travail déploie son argumentaire à partir des dispositifs du mythe fondateur de la nouvelle nation. Son argumentaire à partir des dispositifs du mythe fondateur de la nouvelle nation. Les points qu'il soulève et ENT interrogent les modes d'appropriation en cours de l'héritage colonial et postcolonial, les limites de ces représentations de l'histoire pour faire un commun partagé. Ils sont discutés. Je vous invite de toute façon, je l'ai partagé déjà à la directe. On peut tout simplement aller et puis, bon, y voir, discuter, etc. À l'épreuve d'une ville inventée en 1749
par la modernité coloniale, mais qui poursuit cette expérience et par la colonialité de son territoire. Bien sûr, colonialité du territoire, et j'ai pris, par exemple, colonialité du pouvoir de Hannibal Quijano, mais pour essayer d'expliquer que ce territoire, justement, nous sommes en train d'expérimenter cette colonialité de ce territoire, c'est-à-dire qu'on est incapable de penser le territoire, incapable de faire quoi que ce soit, on est en attente et nous sommes en train, là, cette semaine, ce mois-ci, etc., et c'est depuis le temps historique que nous connaissons qu'on peut justement situer et cette colonialité du territoire est un exercice. C'est-à-dire, on n'est pas nécessairement dans le colonialisme de manière juridique, mais Kirano, bien sûr, et le courant colonialité et décolonialité nous permettent d'expliquer ce concept et vous allez trouver vraiment les matériaux de ça et les argumentaires à partir comment je l'ai développé, notamment dans ma méthodologie. Parlons patrimoine de manière décomplexée, comme je l'ai annoncé. Hein. Ouais. Parlons ça de manière non dogmatique. Depuis 2 décennies déjà, la littérature critiquant l'intérêt porté à l'élargissement à l'élargissement du patrimoine jusqu'au tout patrimonial est très abondante. Elle rassemble les réserves exprimée par les spécialistes du patrimoine face à l'extension de celui-ci jusqu'aux critiques de certains sociologues vis-à-vis des pratiques actuelles de patrimoine sur cette question, voire d'aval. En 2003, Lénio et Françoise et Chouaï et Laurental, jeudi, etc. Les griefs qu'ils ont exposés, finalement, qu'ils ont évoqués, la plupart du temps, est le caractère passéiste et nostalgique de cet intérêt. Cet élargissement de la notion de patrimoine et résistance observée à la connaissance du patrimoine social que j'ai évoqué tout à l'heure versus le patrimoine institutionnel, c'est-à-dire, vous remarquez bien, après le 12 janvier, ce que fait l'État en tant que projet culturel, projet politique, s'intéresse, bien entendu, à reconstruire notamment les bâtiments publics. Pour l'instant, rien d'autre n'a été fait si je ne m'abuse. Hein. Et donc, produit et examiné par les masses urbaines de Port-au-Prince m'interpelle à réfléchir sur ce que je tente de nommer valeurs sociales, culturelles, désignées par les élites dirigeantes et culturelles. Sur le plan visuel, il n'est pas à démontrer que la patine de la ville de Port-au-Prince, cette ancienne capitale coloniale d'une possession française dans les Caraïbes, est diluée dans les vagues et mutations sociales des siècles derniers, pour considérer, c'est-à-dire les 200 ans. Ben, on aurait pu, bien entendu, c'est-à-dire en tant que ville coloniale, qu'est-ce qui nous dit cette ville, effectivement, de manière visuelle, que cette ville a connu et le colonialisme, pas évident. Pas évident, et on peut faire l'exercice après. Et après tout ce temps, la conception muséale, par exemple, béguin cette conception muséale de figer la ville, par exemple, n'est pas de mise. Ça ne tient pas. Et de ces dirigeantes culturelles concernant l'héritage colonial et postcolonial fait face à des formes de désymbolisation. Je vous invite à voir les travaux de Doris Mont, professeur, dans cette question de désymbolisation auquel concept j'ajoute ici irréversible. C'est-à-dire que la manière dont les élites ont vécu leur patrimoine, c'est-à-dire leur mémoire patrimoniale, cette désymbolisation est irréversible. Leurs conséquences mettent à mal le renouvellement du patrimoine urbain, concept bien sûr de François Choy, à la fois dans son sens institutionnel que social. Au cours de la deuxième, c'est-à-dire du côté, si on veut, entre guillemets, les gens du peuple, etc., qui sont en train d'accumuler des richesses là, ce dont ils vont accumuler, l'avenir de ça, c'est compliqué de toute façon. Est-ce qu'on peut patrimonialiser ça, effectivement? Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, si ce patrimoine faisait l'objet de certains consensus fragiles,
Il est advenu que ce dernier, malgré sa dimension collective, n'arrive pas à dépasser le brutalisme, je prends ça de Membe, de la colonialité de ce territoire urbain de Port-au-Prince. Au constat que le noyau du centre-ville, du centre ancien de la ville de Port-au-Prince finit par se vider de sa chaîne humaine nantie, c'était une ville de Nancy, on a encore des traces, elles sont encore là. Et ceci, c'est pas pour seulement indépendance. C'est depuis, on peut faire cette tentative depuis la période coloniale où cette ville a été toujours interdite aux cultivateurs. Les édits sont là, bien sûr, ancrés dans l'historiographie, notamment de cette ville. Et la sociologie en critique du patrimoine fait un halt ici sur ce qui est advenu à la culture matérielle qu'elle a laissée dans la ville d'autrefois, c'est-à-dire la ville qui n'est plus. En d'autres termes, ce séminaire invite à sortir du modernisme architectural qui est désigné et valorisé comme patrimoine. Et que je suis désolé, dans le travail, je postule qu'il ne faut pas trop compter sur ça. De toute façon, ils sont en voie de disparition, c'est-à-dire ces bâtiments-là, et que ce soit à Paco et autres, etc., etc. Hier soir, j'ai entendu parler qu'on a mis le feu dans certains d'entre eux, mais la manière, les tensions, les controverses, les turbulences finalement historiques et actuelles de cette ville ne permettent pas de conserver quoi que ce soit en termes d'héritage. Et c'est-à-dire, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, c'est-à-dire, c'est vraiment, et à bien regarder, on peut bien le vouloir, mais que ce soit du côté du populaire, c'est-à-dire du social, les gens qui sont en pleine accumulation, etc., les classes populaires, et du côté des élites qui sont en train, notamment et commerciales, qui sont en train de perdre finalement leur bien actuellement, pas question de pouvoir transmettre quoi que ce soit à aux générations futures de manière correcte, héritage, comme on voit dans d'autres pays et européens, etc. et autres. Ce concept ne sera pas opérationnalisé comme une démonstration qui inaugurera la fin de l'idéologie du patrimoine, mais plutôt comme un champ de lutte ou une possibilité ouverte à l'étude de nouveaux liens sociaux dans la ville contemporaine. Ce sont de nouveaux liens qui sont en train d'être définis. Quelle est la qualité de ces liens? Je ne sais pas. Il faudra demander plutôt à d'autres. Je n'ai pas cette compétence. La patrimonialité se conçoit aujourd'hui à travers les usages et rapports sociaux, soutient Mendel. Sur sur le plan culturel, il poursuit que le postmodernisme correspond à une étape de développement du capitalisme dans la capitale haïtienne, de Port-au-Prince, comme patrimoine. Je ne pense pas que le préfixe post qui précède le concept patrimonialité dénoutera ou déplacera l'objet du patrimoine et urbain des enjeux du marché capitaliste tardif. Au contraire, le post-patrimoine tel que postulé ici est interprété comme un processus de négociation des provinciaux non possédants pour s'inventer une place, même parallèle, à l'élite urbaine et parasite de Port-au-Prince. Paul Morales nous facilite élite urbaine, parasite. Ce n'est pas nécessairement avec moi, je ne suis pas aussi, je suis plus gentil que ça. Leur affirmation comme acteur incontournable de l'espace public est le résultat du cheminement amorcé depuis la décennie du XVIIIe siècle. La condition d'exclus de cette communauté, de cette somme humaine, voire Orcel, c'est-à-dire son roman Somme humaine, impose une praxis patrimoniale bien ancrée dans l'éphémère ou le présent éternel. Cette catégorie sociale, se débarrassant de toute forme d'appartenance, contamine la population de tout héritage, qu'il soit privé ou public. Qu'est-ce que la patrimonialité en ce sens? Dans un article, la post-patrimonialité, dans un article que nous propose Banzier, et intitulé, cet article est intitulé, c'est un travail qu'il a fait, par exemple, sur Super Anderson, les origines de la post-modernité.
présente le cheminement de trois concepts dont les éclairages m'inspirent pour opérationnaliser la notion de post-patrimonialité. Il rapporte que les usages des mots postmodernes, modernité et postmodernité est caractérisé par une confusion permanente en périodisation et en qualification esthétique. Mais l'auteur parvient à faire le départ entre ces deux concepts et deux aspects de façon diachronique et synchronique. Après avoir rappelé que les mots modernisme et postmodernisme ont d'abord émergé dans l'Amérique hispanique, autour de 1890, c'est un poète nicaraguayen qui a employé le mot postmodernisme pour désigner un courant littéraire, tandis qu'un écrivain espagnol dans les années 30 disons, du XXe siècle, a proposé l'idée d'un style postmoderne pour désigner un reflux et conservateur. Revenons au patrimoine. Nabila ou les Sire et 2015 pensent que la patrimonialité se construit aujourd'hui à travers les usages et les rapports sociaux. S'il en est ainsi, comme le rapport linéaire à ce que l'on désigne comme patrimoine change, le patrimoine ou l'imposition par le bas de notre rapport à l'héritage au sens de sa fabrication, son appropriation conflictuelle et de sa transmission est de plus en plus incertaine et nous préoccupe. Par poste, j'y vois à la fois l'occupation sans concession des socialement ségrégés de la capitale et le désenchantement des élites économiques et culturelles. Leur errance et nostalgie coïncident à la massification de tous les lieux publics par des non-semblables. C'est comme ça qu'ils les considèrent de toute façon. Il faudra tout simplement continuer à les écouter hein, dans les médias ou dans ce qu'ils écrivent. Par des non-semblables. En effet, la capacité de cette micro et communauté de privilégiés à transmettre leurs traces du passé comme support matériel à la mémoire patrimoniale n'est plus garantie. C'est un drame. Mais c'est un fait sociologique. Car depuis la fin de l'ordre du Valdiérisme, 1957-1986, les Lavalassiens de 1990, etc., pour les Lavalassiens 1990-2010, incluant celui qui est en cours, pour ne pas citer finalement son nom, les héritiers des lieux de mémoire valorisés, parce qu'il y a également des lieux de mémoire non valorisés, au sens que quand un bulldozer décide en 2014 de rompre finalement, de casser la ligne de bâtiments qui portent telle la mémoire des gens moins aisés, moins nantis à la rue de la Réunion, il n'y a pas de débat. Hein, tout est justifié pour les déloger. Donc, ce sont des lieux de mémoire non valorisés et sont en difficulté politique et idéologique et organisationnelle pour maintenir au moins le sens symbolique de leur héritage culturel. C'est un constat. Ils sont en difficulté. Ils ne savent pas nécessairement à quel sein, finalement, s'adresser. Souvent brandi comme pièce justificative, cette mémoire patrimoniale et culturelle propre et propre, jalousement non mélangée. Quand il vous parle en général de Port-au-Prince et finalement d'antan, comme quoi de toute façon, cette mémoire n'est pas mélangée. C'est une mémoire bien sauvegardée. Je me souviens, etc., comment, etc. Voilà. Ce groupe social de privilégiés, mais décadent, et sont en incapacité de jouissance collective continue des biens et espaces qu'ils occupent. Ils ne sont pas nécessairement propriétaires, parce que dire être propriétaire, prétendre être propriétaire à Port-au-Prince, ce n'est pas évident d'un point de vue cadastral. Donc, ce sont des occupants.
Et les observations urbaines sur un temps long que j'ai faites des modes d'appropriation du patrimoine urbain de Port-au-Prince 2006-2020 n'indiquent ni de consensus durable, ni de cohésion et sociale telle que postulée par la fabrique globale et locale du patrimoine. Nous connaissons bien cette fabrique globale, bien sûr enseignée à l'université, dans nos universités, pas à l'UEH, que finalement le patrimoine, justement, ça nous permet d'être ensemble, c'est-à-dire on se reconnaît, il est collectif, il est national. Hey, mais ce sont des mots là. Ouais, cette cohésion sociale, c'est pas évident. On est plutôt dans la croyance, dans l'ordre de la croyance, ou du mythique, si on veut. Mais c'est ce qui est enseigné, si vous voulez. Et ceci, ceci à peu près pour les mêmes raisons citées par Bandier en 2010, je constate cette transformation irréversible et de l'ordre social postcolonial. C'est ce qui expliquerait cette ère. Je constate aussi la démocratisation des technologies. Ça facilite ça, c'est-à-dire les gens des quartiers, etc., etc., et des communautés, si vous voulez, plutôt souffrantes dans leur misère, et arrivent quand même à sortir de cette rationalité urbanistique pour se montrer aussi. Ils font des selfies, ils montrent finalement leur quartier, et actuellement, ils sont également connus. Et bien sûr, leur mode de vie est connu. Et si on veut chercher, on va les trouver. La modification des équilibres politiques au niveau national et mondial. Et bien sûr, parce qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est déséquilibre et les gens sortent finalement de leur confort linéaire et pour de bon, on se voit qu'il faut pour de bon être moins attaché à ce qui prétend être durable pour de bon. Alors que tenant compte qu'on dit que les gens du peuple n'ont pas la capacité de produire du patrimoine, donc ça veut dire qu'ils sont dans l'éphémère. Donc, remarquez ce déséquilibre politique, tenant compte qu'ils sont de plus en plus nombreux, notamment à Port-au-Prince, ce déséquilibre au niveau national, alimenté bien sûr dans le cadre mondial, et raison pour laquelle tout le discours global est porté sur le patrimoine que nous-mêmes nous adoptons ici, parce qu'il n'y a pas vraiment de grande réflexion sur ça, notamment en Haïti. Bon, on peut bien sûr nous parler euh, de l'architecte, et OK, pas de problème. Mais bon, c'est pas des théories sur ça, c'est pas des réflexions, c'est plutôt c'est une praxis quand même. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et donc, bien sûr, il est éventuellement le premier à avoir théorie et nous faire une démonstration de ce qu'on entend par patrimoine national. Vous trouverez ça dans le cadre de mon travail qui est censé en ligne. Massification urbaine par le poids du nombre. Le poids du nombre, je prends ça de notre géologue et Théodate. Oui, et que la ville est massifiée comme ça devient actuellement une bombe démographique. Et cette bombe-là, j'ai l'impression, est en train de s'agiter. Donc, raison pour laquelle tout le monde veut s'écarter un peu, tout le monde veut partir, tout le monde veut se jeter parce qu'il y a une bombe qui s'agite là. Cette bombe démographique avec finalement ses frustrations et tout, etc. Peu importe l'historicisme qu'on peut mettre en avant, l'indigénisme, l'estimisme, le duvaliérisme comme repère d'un passé récent de la ville de Port-au-Prince, devant le fait de cette bombe démographique opposant les élites urbaines et les masses urbaines de Port-au-Prince, j'estime que l'affirmation en cours du surnombre dans la capitale haïtienne met en déroute à la fois la narration des élites urbaines dominantes de Port-au-Prince sur son patrimoine désigné et sa mémoire urbaine non pluralisée. Ce phénomène me rappelle la thèse développée par une seconde, j'enlève aucun accent, et la thèse développée par Henri Lefebvre en 1968
dans l'ouvrage Le droit à la ville. Encore, permettez-moi de rappeler que cette ville a été toujours interdite et finalement aux non-nantis du lieu de l'État, hein, déjà, l'État colonial et l'État postcolonial. Ça veut dire qu'ils ont toujours tenté, ce groupe social-là qui est défavorisé, etc., et dans le milieu paysan, et voyait cette ville comme un Eldorado. C'est là, de toute façon, objectivement et matériellement, c'est là que se trouvent et la plupart des biens, je crois. Et M. Théodate, dans un article, a fait l'inventaire des gens qui arrivent, qui débarquent ici à Port-au-Prince et chaque jour, hein. Bon, maintenant, et ce droit qu'il désigne par la manifestation d'une prise de conscience dans l'histoire des idées sur la perception de la ville comme enjeu. Il annonce, c'est-à-dire Henri Lefebvre, il annonce l'arrivée d'une nouvelle réalité. Et cette réalité, dans le cas qui nous concerne ici à Port-au-Prince, nous sommes en face de cette réalité. Ou du moins, nous sommes impliqués dans la fabrique de cette réalité. L'urbain, dans le cas de Port-au-Prince, c'est un urbain en difficulté. La fin de la ville industrielle, de son éclatement en périphérie banlieue, dans le cas de la ville de Port-au-Prince, donc ici, je pourrais dire dans le cas, c'est-à-dire en bidonville, et d'autres disent autre chose, et en lieu sauvage, moi, je considère que c'est des lieux de vie, et plutôt qu'il faudrait avoir. Et toutes les vies se valent. Et dans le cas de la ville de Port-au-Prince, le postulat de Lefebvre mérite de faire partie de nos interprétations de la montée des ainsi connus dans le territoire urbain de Port-au-Prince. Comment expliquer la désymbolisation, comme je vous dis encore, s'agissant de désymbolisation, je vous invite à lire les articles de professeur Dorismont. Et concrètement, je peux avancer qu'un nouveau social et politique prend place dans le paysage urbain de Port-au-Prince. Veut pas. Il redéfinit le patrimoine. Il redéfinit le patrimoine par le bas. Et l'urgence du social avale ce qui restait de l'urbanisme de la ville postcoloniale. Délégitimé, son urbanité à la fois ségrégative et ostentatoire. Vous savez, bien sûr, dans le livre de M. Bangounès, il a souffert, hein, vraiment, il a souffert de voir l'urbanité de Port-au-Prince, et pour de bon. Donc, même, en même temps, et ici, je pointe du doigt que dans son urbanité, l'urbanité de la ville de Port-au-Prince, c'est-à-dire le rapport à la ville, et un rapport ségrégué, ou ségrégatif. Bien sûr, la ville, quand on parle de Port-au-Prince des années, des années 20, occupation américaine, quand on nous parle de Port-au-Prince post, et bien entendu, occupation américaine, jusqu'à, bien sûr, les travaux d'estimés, je vous invite à lire un chapitre, je crois, chapitre 8 de ma thèse, concernant la présidence d'estimés et le nationalisme qu'il a développé par rapport à M. Magloire. Deux types de nationalisme et avec deux prétentions différentes. Largement, finalement, l'agglomération du Port-au-Prince, c'est-à-dire, je suis en train de dire que cette ville est ostentatoire, disons, et la ville s'est montrée qu'en parlant, voilà, Port-au-Prince, voilà, bicentenaire, voilà, c'était la ville où les Dominicains venaient pour voir. C'était une destination touristique. Mais c'est des clichés on nous affole avec ces clichés systématiquement, sans nécessairement regarder la politique qui a été mise en place, dans quelle mesure cette politique, je vous invite à relire, par exemple, professeur et du lycéen, et que dans cette politique, en même temps exclusiviste, et qu'il n'y a pas eu vraiment de place pour aménager, pour l'aménagement du territoire, et où actuellement, qui est occupé depuis la fin des années 70-80, et notamment 2000, et jusqu'à 2000, et les mondes de l'hôpital. Alors qu'il fallait quand même y penser. Et largement traumatisé, et maintenant ce lieu-là, disons, est incapable, par exemple, de se renouveler, c'est-à-dire cet espace
OK? Cet espace est à bout de souffle, cette urbanité, si vous voulez. Autrement dit, l'agglomération de Port-au-Prince, largement traumatisée dans les contrastes de son double entre-soi. Je parle de double entre-soi au sens que euh, quand on regarde cette ville, la manière qu'elle est habitée, c'est la même configuration. Confusément organisée, bien entendu, mais il y a un ordre là-dedans. Lequel ordre est ceux qui sont nantis arrivent à produire, par exemple, un espace comme Belleville, comme Village Théodate, comme Tessina, etc., et comme d'autres lieux, Mont-Calvaire, etc., La Boule, etc. Mais en même temps, dans ces quartiers, pour y pénétrer, on y voit il y a une barrière qu'il faut rentrer et d'abord, il faut atteindre une sécurité, etc., qui vous permet un agent de sécurité qui vous permettant d'entrer, etc. Donc, et ça, c'est Get Community Science. Nous dit quoi? Nous dit que vous n'êtes pas bienvenu. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas un espace ouvert. Et on remarque également que dans les quartiers dits populaires, ce même réflexe domine actuellement. Et depuis un certain temps, hein. Par exemple, moi, j'ai photographié, au moins ça date d'environ 5 à 6 ans, et que, par exemple, Village l'Éternel, on voit qu'il y a cette barrière, une sorte de belle entrée. C'est comme si on entrait dans la ville du Cap-Haïtien à Barrière-Bouteille ou à Fort-Liberté. On voit cette belle entrée, mais c'est en même temps, c'est bien surveillé. Donc, c'est une sorte de double entre-soi. Donc, c'est des lieux clos c'est-à-dire les groupes il n'y a pas vraiment d'échange bien entretenu et ouvert entre, ça ne veut pas dire que les gens de ces deux lieux ne sont pas en contact pour toutes formes de transactions qui sont en cours actuellement. Pour finir par rapport à ce double entre-soi, des récits d'appartenance ne tiennent plus c'est-à-dire que les gens qui sont actuellement, que ce soit en armes ou qui bénéficient finalement des activités des gens qui sont en armes, et est-ce qu'ils ont une appartenance à cette ville? Et les gens qui sont en train de prendre l'hélicoptère pour se déplacer, etc., ou qui sont prêts à tout pour laisser la ville, est-ce qu'ils ont une certaine appartenance à cette ville, etc. Donc, pour se confiner dans un présent éternel, disons, et revenons encore à Louis et pour se confiner dans la survie et dans le sauve qui peut. Et, et c'est comme ça, je mets fin à, je mets fin à cette introduction de mes réflexions et basées sur l'ethnologie historique et sur la ville de Port-au-Prince, sur le paysage urbain historique de Port-au-Prince. Et je vous prie de m'en excuser pour avoir été éventuellement trop long. Mais merci beaucoup à mon laboratoire et à professeur Gustinville, mon directeur. Merci, merci, Kester, pour cette brillante présentation, très dense. Bon, je rappelle à ceux et celles qui, peut-être pour la première fois, participent à ce séminaire. Nous sommes dans un séminaire de recherche. Il ne s'agit pas d'une conférence. Donc là, où ce sont des questions assez pointues qu'on discute, où le chercheur présente l'état de ses travaux. Donc, c'est pour ça, vous allez voir, c'est assez jargonneux. Donc, on ouvre le débat. Ceux qui souhaitent poser des questions peuvent ouvrir leur micro. Et donc, pour lever la main, et puis, en attendant, je peux déjà, notre Dieu, poser une question à Kessler. Donc, euh, sur la question, ton point de vue sur la question de l'héritage, il se pourrait bien que euh, qu'on assiste à une nouvelle forme d'héritage, parce qu'on peut, vis-à-vis d'un héritage, on peut avoir au moins deux types d'attitudes. Soit on accepte l'héritage
en partie ou, ou bien on l'accepte en totalité, c'est ça, deuxième possibilité, mais troisièmement, on peut refuser l'héritage. Si ce qui se passe à travers ce phénomène, euh, notre rapport à l'humanité et notre rapport à cette ville, si ça traduit, suivant vous, que comme étant, à partir de ce qu'on pourrait appeler l'éphémère, les différents groupes, on dirait, sont incapables on vient, les ayants droit, ouais, vous allez dire, les ainsi connus ont pris d'assaut la ville, si je comprends bien ton propos. Et à partir de cela, ça a donné naissance à une sorte de monstruosité on est en train de faire face. Et j'ai envie de te poser la question, que faire? Même si c'est une question politique, que faire par rapport à ce nouveau rapport, ce rapport à la ville qui est un rapport éphémère où tout brûle, tout peut être brûlé, il n'y a pas de symbole, on a l'impression qu'il n'y a pas de symbole. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer? Voilà. Qu'est-ce qui est possible d'espérer? C'est pas une question qui est bienvenue à un sociologue. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut proposer? Oui. C'est-à-dire, la société, quand même, dans son bon sens, a produit des gens qui peuvent proposer des choses. Et des choses mécaniquement ou pas, mais ils sont là pour proposer des choses, des plans. Et moi-même, j'ai visité quand même, dans le cadre, vous produisez quand même 428 pages et à Police 10. Et sur ça, ça veut dire que j'ai quand même visité beaucoup de plans. Peut-être, c'est pas tout, mais beaucoup de plans. Donc, l'ensemble de ces plans, parce que ce qui se passe, on pense que le problème, la ville de Port-au-Prince aurait un problème de plan ou d'urbanisme ou d'autorité ou de l'État. Le discours dominant, quand on écoute ça, c'est fatigant, mais c'est ce qu'on pense. Alors, le problème est beaucoup plus anthropo, le problème est beaucoup plus historique. Il faudrait plutôt retourner dans l'histoire qui a produit cette bombe démographique, hein, qui produit cette bombe démographique. Et permettez-moi de dire que ce n'est pas ces ainsi connus-là n'ont pas pris la vie d'assaut. OK. Ils sont finalement, je peux dire tristement, ils sont en situation actuellement d'affirmation beaucoup plus ouverte. Mais c'est des luttes de longue date cumulées qui arrivent si on suivait bien, hein, si on n'était pas dans le mépris, si on n'était pas nécessairement dans le déni, on devrait voir que finalement la ville de Port-au-Prince allait, c'est-à-dire ceux qui jouissaient tranquillement finalement dans cette rationalité urbanistique en nous disant que on veut avoir la ex-théâtre, etc. On a besoin de ça, il n'y a pas de cinéma dans la ville, mais ils devraient voir que de toute façon, ce n'est pas durable. La ville allait être impraticable, elle allait être saisie par des ainsi connus qui sont de plus en plus nombreux et les plus osés arrivent à faire toutes sortes de choses pour imposer leurs lois. Ce n'est pas nécessairement tous les ainsi connus, hein, mais les plus actionnaires en créole. OK. Merci. Hein. D'accord, merci. Doris Pont, et ensuite Nono, Kathleen Charles. D'accord. Yeah. Doris Pont. Mais il n'est pas là, il ne OK. fait pas signe. OK. Nono, oui? Écoutez-moi, je OK, suis d'accord. bien là. Il y a eu D'accord. un problème de manipulation, mais je dois préciser que Delano avait demandé la parole avant moi. Eh bien, OK. Eh bien, d'accord. Oui. J'avais pas remarqué. D'accord. Eh bien, Nono, vous mettez la guerre, oui? Vous pouvez. On dirait que, voilà, Bon, s'il n'est pas là, ben, c'est à Ah. moi de Et là, prendre ça la va là, hein? parole. OK, il est là, Est-ce que ça va? Il est là, d'accord. Ok, d'accord, d'accord. Alors, je me pose la question, comment peut-on parler de patrimonialité dans un endroit qui a perdu
Alors, dans un Port-au-Prince qui a perdu toutes les caractéristiques d'une ville depuis la fin des années 30. Et c'est pour cette raison que Dumas s'est exprimé a fait un plan d'agrandissement de la ville de Port-au-Prince. Une ville qui était construite pour, je crois, 250 000 personnes, située entre Portail Saint-Joseph et Portail et Léogane, et puis maintenant avec d'autres caractéristiques qu'il a perdu, comment on dit ça, on est dans une situation de dislocation sociale. Alors moi, je me demande comment peut-on parler de patrimonialité. Merci, et mon frère Nono. Yes. Justement, je suis content que tu es avec nous quand même. Nous sommes deux OK, passionnés de merci. cette question. Mais si vous me suivez bien, Yes. et aussi Mhm. si vous m'avez suivi, et Mhm. je ne suis pas optimiste par rapport, je ne fais pas louange d'une certaine patrimonialité de la ville de Port-au-Prince. Au contraire, je remets ça en question. Peut-être que ce n'est pas suffisamment fait. Ouais. Uh-huh. Mais moi-même, je m'intéresse à l'histoire. Et raison pour laquelle je fais de l'ethnologie historique là. Et en ce sens, Yeah. pour vous dire que Mhm. vous situez ça à partir des années 30, que comme quoi la ville de Port-au-Prince, par rapport à ce que nous reste, alors que monsieur Gaillard nous a quand même signalé ça, à partir de certaines quelques Mhm. infrastructures de la ville de Port, mises en place dans la ville, et que le développement souhaité y était, et comme cas, cela signifierait Mhm. une certaine mixité sociale. Et c'est ce qui est trompant. Yes. Alors Mhm. que le durable demanderait quoi? C'est-à-dire ce que nous devrions demander à nos urbanistes bien Mhm. sensés, c'est de nous proposer quelque chose, parce qu'eux, ils ont étudié pour proposer des choses. Moi-même, c'est pas ce que j'ai pas étudié pour ça, hein. Je suis là pour poser des problèmes. Uh-huh. Et en ce Mais- sens, à bien regarder 1930 jusqu'à estimer, par exemple, comme vous l'avez signalé, et Nono, Oui. et ce moment cette temporalité un peu, et pour laquelle on voit une certaine nostalgie assez souvent manifestée et que les gens sont dans une tristesse. Mais moi-même, je suis triste à bien regarder, même dans Covington, c'est-à-dire quand j'ai même Covington, même Lamotte, Emmanuel Lamotte, etc. Et Très bien. Très bien. Mais ils n'ont pas dit ça, c'est-à-dire ils ont dit vraiment c'est une ville, c'est-à-dire ce qu'on dit par rapport à cette ville, cet aspect qu'on montre de manière au centre à trois qui est une certaine façade du Port-au-Prince, mais il faut aller il faut tourner la tête pour aller dans les corridors, c'est-à-dire à côté même, dans ce même site. Donc, et cette exclusion Yes. était là. À un certain moment, les gens des corridors passent devant. Il faut tout Yes. simplement Yes. Yes. admettre de faire cette critique et éventuellement, si vous auriez, c'est-à-dire pas vous et moi notamment, moi je suis plutôt dans la lecture des choses. Et ou du moins, c'est-à-dire, une bonne partie de mon temps, c'est, comme dirait François Latour, et je suis comme ça, hein. Donc ça veut dire que c'est pas autre chose que je fais. Et en ce sens, cette temporalité est intéressante, bien entendu. Ça mériterait. Moi-même, par exemple, professeur Eddie Lucien nous parle d'une modernisation manquée. Je suis désolé, on n'a rien manqué. On n'a rien manqué. Oui, 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 oui. C'est Vous une savez, suite logique. alors, dans sa bonne foi du marxisme, bien entendu, je comprends, mais on n'a rien manqué. On n'a rien raté en ce sens, parce que quand c'est manqué, raté pour un groupe social minoritaire, alors que la masse urbaine de Port-au-Prince, de plus en plus costaud, eh bien, est exclue de cette entre guillemets, modernité, on peut s'attendre à ce qu'on constate. Moi, par exemple, j'ai passé mon enfance à Canapé Vert. Eh ben, bon, j'ai vu et Franck Roumet courir après les marchands et marchandes pour une ville il faudrait quand même garder une ville un peu assaillie urbanistiquement. Mais les marchands sont encore là. Mhm. Ça veut dire que elles ont gagné cette bataille. Mais il ne faut pas voir ça de manière triste. Il faut voir que ce sont des gens, de toute façon, en toute dignité,
qui décide finalement de fabriquer un espace. Je ne suis pas là en France, je suis en Haïti, notamment à Port-au-Prince. C'est-à-dire, quand on me prend comme des références des lieux qu'on a déjà visités, qu'on pense que ces lieux-là, finalement, est comparable à Port-au-Prince, non. On a un espace qui est produit, comme l'effet nous a montré, qui est produit, l'espace est produit socialement et culturellement par ce groupe-là. C'est-à-dire, et ce groupe-là est également, que ce soit les bourgeois, si vous voulez, les nantis, c'est le même réflexe. Ils construisent de la même manière, ils sont dans l'autoproduction de leur courant, autoproduction de leur, finalement, de l'eau, autoproduction de toutes les écoles, etc. C'est-à-dire, dans 20% d'écoles, et, notamment eh ben, c'est finalement 80% des écoles, c'est des débrouillards qui les produisent. Donc, en ce sens, on a un espace comme ça qu'il faudra adresser, discuter et voir. Mais quand on ne veut pas, on écarte ces genres de questions, et on est dans la fourberie quand même. Yes. Mais OK, on donne la parole à Doris Monk. Et Bien. ensuite, Merci. Alors, je dis d'abord merci à Kessler d'avoir fait référence à ce que j'ai écrit. Bon, ça a été, c'est un honneur pour moi. Je ne dirais pas comme Gustinville que le travail, l'intervention, qu'elle a été dense, mais plutôt riche d'entrées, riche d'intuition ou de perspectives. Des fois, moi personnellement, qui me dirige, ça et là, en fait, ce qui me donne par moment une difficulté à saisir le nœud. Est-ce que la question serait sur la patrimonialité, sur la postcolonialité ou sur ce que Kessler, tu as appelé avec Jean-Marie Théodat la bombe démographique et qui me gêne à certains égards et me porte déjà à faire cette question. Que je ne sais pas trop, je n'ai pas lu ce que Jean-Marie Théodat a écrit, mais je crois avoir entendu une fois Jean-Marie Théodat sur cette affaire de bombe démographique. Alors ça n'a pas été son expression. Et je ne peux pas Surnombre, il parle reprendre. de surnombre. Voilà. Bon, il parle plutôt de le L'expression poids du nombre, disons, le poids du qu'il nombre. avait utilisée à ce moment-là. Mais pour moi, ça a été plus chez Jean-Marie Théodat dans la perspective d'une nostalgie de ce Port-au-Prince envahi, entre guillemets, par les barbares et qui viennent défaire, on pourrait dire, les codes de civilité, en tout cas des codes d'urbanité de Port-au-Prince. Alors, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est pas ce que tu veux dire précisément par surnombre, par bombe démographique. Bombe démographique, bien entendu, on va dire, c'est ça, en fait, on l'observe et ça produit, en fait, une forme d'habité, ça produit des formes de patrimonialité, entre guillemets, pour utiliser ton terme à toi. Alors, l'impression que j'ai, c'est que il y aurait d'une part fait, un souci de description, voir la chose telle qu'elle est. Voilà Port-au-Prince, comment elle est devenue. Voilà ce que ça a généré, on peut dire, comme affectivité, comme sentimentalité de la part de certains qui, jusqu'à un certain temps, pensaient que Port-au-Prince était leur domaine, en tout cas, leur espace propre. Et que brusquement, avec le temps, des gens sont venus de nulle part et y envahissent et défont, on pourrait dire, les règles d'urbanité de Port-au-Prince. Et quand tu fais référence à Jean-Marie, je me suis dit, est-ce que tu n'es pas plutôt dans la nostalgie? Deuxième élément que j'avancerai, c'est par rapport à la postcolonialité. Alors, la postcolonialité, je crois que c'est une pensée, c'est une théorie, en tout cas, c'est une construction intellectuelle, euh, bien sûr, qui peut correspondre à des vécus. Mais ce qu'on vit, ou bien ce que toi tu as observé à Port-au-Prince, ce que tu es en train de décrire, ou en tout cas sur lequel tu travailles, tu apportes un
certain sens. Est-ce une postcolonialité en termes de pensée ou quelque chose du genre, moi je ne l'appellerais pas postcolonialité vécue, quoi. Ouais. Mais c'est quoi au fond? Parce que la postcolonialité, c'est pas ce que les gens vivent, c'est ce qui est écrit de ce que ces gens vivent. Bon. Troisième élément de question pour finir, c'est à propos de... Alors, postcolonialité et cette modernité ou postmodernité telle que tu les emploies de manière globale à l'expérience haïtienne. Est-ce que ce serait pas mieux de laisser, en tout cas, ce que tu es en train de décrire se nommer au lieu d'aller chercher des étiquettes, à mon sens, qui ne correspondent pas qui ne correspondent pas tout à fait, qui ne disent pas tout à fait, en tout cas, l'originalité de ce que tu es en train de nous proposer. Pour finir, ça c'est la dernière question ou peut-être remarque. Devait-on parler de postcolonialité ou alors pas postcolonialité, de patrimonialité ou de patrimonialisation, sachant que, tu l'as dit implicitement, dans certains lieux à Port-au-Prince, ces lieux qui ont été envahis, disons-le de la sorte, il n'y aurait pas de récit de mémoire. Je ne suis pas certain, je pense qu'il y a des formes de patrimonialisation, des formes d'appropriation de ces lieux, et les gens, ils ont des rapports avec ces lieux-là, en armes ou pas, ils s'identifient bien à ces lieux-là. Quand on dit j'habite Martissant, mais ça a un sens. Moi, j'entends des gens qui racontent toute leur histoire à Martissant ou ailleurs. Moi, personnellement, j'ai eu une tranche d'histoire avec Martissant. Est-ce que c'est de la patrimonialité, sachant que la patrimonialité serait justement une sorte d'appropriation des lieux dans une fixité temporelle, historique, ou même de signification herméneutique, ou bien une dynamique où les gens qui viennent produisent du sens, des formes de rapports, les générations produisent des rapports propres en fonction de leur intérêt à ces espaces-là. Ce qui voudrait dire alors que nous sommes plutôt dans une dynamique, à mon sens, de patrimonialisation liée aux dynamiques socioculturelles, Oh, politiques, bien trop long. historiques et tout ça. Merci, professeur Dorismond. Bon, pour la dernière partie de la question, je suis en train de dire le contraire. C'est-à-dire, tenant compte que ce qu'on entend par patrimonialisation comme processus de fabrication du patrimoine, parce que ça, c'est produit, hein, et c'est-à-dire produit du sens, comme tu viens de le dire. Donc, en ce sens, parce que parlant de fabrication, parlant on n'est pas quand même, et surtout vous, hein, et on n'est pas naïf. C'est-à-dire, quand on dit ouais, le fait de visiter la ville, etc., ou d'habiter l'espace, donc c'est une forme de patrimonialisation, ben, c'est-à-dire c'est un rapport bien sûr à l'espace, et ça, c'est quand même idyllique. C'est plus que ça. C'est plus que ça dans la mesure où il s'agit de sujets humains. Et les sujets humains ne sont pas les mêmes. Ils sont bien placés, ils sont mal placés également. Ça dépend. Ils ont des rapports, des liens qui sont dominants, d'autres dominés, d'autres dans l'interstice. Mais en même temps, ce n'est pas des lieux. Quand on parle de. Et le fait, c'est-à-dire, ce sont plutôt une forme de patrimonialisation, c'est-à-dire processus de construction du patrimoine. Ouais. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce que si on va, le sociologue doit s'intéresser comment ce processus se fabrique. Dans le cas de Port-au-Prince, notamment, et dans les temporalités et les lieux auxquels je fais référence dans mon travail, dans mes réflexions, ce sont des lieux qui ont une forme de d'appropriation exclusive, inégale, sélective. Et ce sont ces formes de sélection, ce sont ces formes d'exclusion et en termes d'appropriation, ce sont des formes d'appropriation que j'ai dit dans ma thèse inégales
qui explique finalement le débordement et auquel nous sommes empêchés maintenant, incapables de barrer, pour reprendre un peu, pour dire comme les Québécois. Ah, Je ne sais pas si je peux placer juste un mot oui, par oui, pas de rapport à problème, pas de ce problème, que tu as pas de dit. problème. Alors, Allez-y. on ne dit pas, à mon sens, on ne dit pas de choses différentes. Peut-être que les perspectives ne sont pas les mêmes. D'accord. Effectivement, on pourrait le dire dans une perspective de sociologie globale, générale, qu'il y a des lieux différents de construction de patrimoine. Il y a des patrimoines qui sont plus officiels, qui sont politiquement plus visibles, plus légitimes, on pourrait dire ainsi. Mais il y aurait, selon moi, des patrimoines, comme je dirais James Scott, des patrimoines subalternes ou souterrains qui ne sont pas des patrimoines visibles, officiels, auxquels on donne droit de cité ou bien de visibilité, de publicité, mais qui sont là dans les rapports que les pauvres gens, entre guillemets, établissent eux-mêmes avec justement ces espaces d'exclusion. Ouais, oui, mais merci. Mais c'est justement, moi, je m'intéresse et plus particulièrement à cet aspect dans les dynamiques de cette forme de patrimonialisation et notamment des lieux que nous identifions comme des lieux, que ce soit des lieux avec des lieux avec des objets témoins ou d'autres lieux avec, sans objets témoins. Et nous, quand le sociologue, pour de bon, s'intéresse à regarder de près et ces lieux patrimonialisés, qu'on nous présente comme des lieux emblématiques, justement, de Port-au-Prince, et cette emblématisation est faite de manière exclusive. Et j'ai étudié le champ de Mars pour ça. Et j'ai étudié, par exemple, le bicentenaire, justement, pour démontrer et cette formulation que j'ai de ces deux lieux-là, de ces deux scènes et de ces deux scènes historiques au patrimonial. Donc, pour dire que je suis bien content, mais est-ce que j'utilise de toute façon, je fais recours à des concepts, bien entendu, que moi-même, j'essaie je tente quand même de les apprivoiser et d'expliquer le pourquoi je les utilise. De toute façon, je ne crée pas nécessairement des choses. Et parlant de patrimonialisation, de post-patrimonialisation, c'est-à-dire il y a un concept qui n'est pas nécessairement mon concept. Il y a des sachants, par exemple, d'Avalon, qui nous enseignent comment fabriquer un patrimoine et ça se fabrique. Et par exemple, on prend le compas direct qui est devant nous, qui est sous nos yeux l'actionnement actuel. On est en train de fabriquer ce patrimoine. Ça m'intéresse d'aller regarder qui fabrique ce patrimoine quand même. Et le nœud de la question est là. C'est-à-dire, de toute façon, je n'ai pas de métier, je suis sociologue, moi. Je m'intéresse finalement aux gens aux liens qu'ils entretiennent entre eux. Donc, qui fabrique ce type de patrimoine-là, qu'il soit, celui-là est immatériel, mais et pourquoi ce type de patrimoine-là dans un moment comme ça? Donc, il y a tellement de questions qu'on aurait pu, bien sûr, se poser. Donc, le processus patrimonial n'est pas innocent. Il est fabriqué par des groupes et bien sûr, comme avait dit Boris Augustin-Ville, et pour être transmis, bien sûr, à des générations, et lequel génération va le renouveler ou rejeter, c'est vrai, mais il faudrait nous intéresser le pourquoi tel type d'éléments, tel type de lieu, tel type de personnage, comme le cas du Champ de Mars, nous avons 4 militaires exposés, et pourquoi ce sont ces 4 militaires, par exemple, que j'ai analysés. Même si au nom de la révolution haïtienne, on nous présente 4 finalement militaires au Champ de Mars de manière très prépondérante, même s'ils sont en difficulté disons, d'entretien depuis un certain temps. Mais quand même, la révolution haïtienne est exposée, si vous voulez, figurée, spatialisée au Champ de Mars à travers 4 hommes, si vous voulez. Bon, en gros, pour dire que vous et moi, nous sommes bien conscients, finalement, nous sommes dans un lieu où on peut discuter des choses, des concepts et des perspectives. On ne va pas prendre ce qui est écrit dans les livres comme l'argent comptant et regarder pour de bon et que ce qu'on nous donne comme élément pour fabriquer, pour transmettre de génération en génération, c'est-à-dire, et si on ne fait pas attention, on est en train de reproduire des choses qui sont désagréables et auxquelles finalement les générations à venir auront à confronter. Voilà, ce sont mes préoccupations.
Merci beaucoup, professeur Gustave et Dorisman. Pour la postcolonialité, plutôt pour la colonialité du territoire, vous utilisez comme moi et Hannibal Quijano et que cette colonialité de l'espace du pouvoir, et je prends tout simplement, et je regarde ça en termes de territoire, comment le territoire en tant que produit, dans un premier temps, le Port-au-Prince était produit par les Français et à partir de 1749, et en tant que produit postcolonial après, et ce territoire en tant que ce produit-là, et comment et les usagers de ce produit sont en difficulté de décider de quoi que ce soit. Et ce sont mes préoccupations. Et donc, on n'est pas dans nécessairement du néocolonialisme, je ne répète pas ça dans mon travail, je regarde ça plutôt comme continuité finalement sous une forme disons, pas latente, mais un peu plus soft de la colonisation et que, comme l'a expliqué plein de sachants et de ce paradigme qui est censé colonialité et décolonialité. Merci, professeur et Dorisman. Kathleen, D'accord. oui. Bonsoir à tous et à toutes. Merci à la DIREP de nous avoir associés à cette activité que je trouve vraiment pertinente et intéressante. Donc, j'ai participé à la soutenance de la thèse. Donc, j'ai eu en quelque sorte les éléments les plus importants, peut-être les plus expressifs de la thèse, mais ça m'a donné l'opportunité aujourd'hui de comprendre mieux. Mais avant, j'avais des préoccupations après la présentation, mais après l'intervention du professeur Dorisman, je me demande encore, est-ce que ça vaut la peine de poser mes questions? Parce que justement, je voulais interroger docteur Bien-Aimé à propos de l'articulation entre ces différents concepts qui, à mon sens, parfois je me suis perdue. Et quand je vois post-patrimonialité et colonialité, donc je pensais que ça pourrait marcher beaucoup plus avec post-colonialité, mais pourquoi, ou bien, je ne sais pas, décolonialité, mais pourquoi c'est avec colonialité et post-patrimonialité? Mais aussi, la question de l'invisibilité, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. J'aimerais savoir peut-être comment la question d'invisibilité est analysée dans la thèse à travers les différents groupes, que ce soit les femmes, mais aussi les gens qu'on considère comme indésirables par rapport à une ville colonialisée. Et l'autre aspect aussi que je voudrais interroger, peut-être, c'est la délimitation de Port-au-Prince. Donc, quand l'exposé parle de Port-au-Prince, où ça commence, où ça se termine, parce que moi-même, je suis arrivée à Port-au-Prince en 1993. Donc, quand je suis venue, on m'avait dit, Port-au-Prince, c'est comme une merveille parce que je venais de Port-de-Paix, du Nord-Ouest, donc on va venir à Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'était belle, c'était surtout un événement. À chaque fois qu'on va entrer à Port-au-Prince, donc là, c'est comme si c'est un événement, on veut y aller. Mais dès que je suis arrivée à Port-au-Prince, je n'ai pas ressenti cette forme d'interdit, là, cette forme d'exclusion de manière générale. Mais comme docteur Dorisman l'avait dit, peut-être chacun avait ses modes d'appropriation de la ville. Parce que là, je me réfère toujours à Croix-Bossal et aussi Bois-Cathédrale, parce que là, ces lieux-là étaient considérés comme des lieux du peuple, dans la mesure où, quand vous allez à l'école, mais vous n'avez pas d'argent d'acheter des ouvrages neufs, vous allez Bois-Cathédrale ou bien Croix-Bossal pour acheter à bon marché, pour trouver des choses beaucoup plus faciles. Donc là, c'était une forme d'appropriation. Peut-être, je suis d'accord avec la répartition inégale de ce patrimoine, mais parler encore de l'exclusion totale, peut-être à un moment, est-ce que ça n'a pas évolué? Donc, si on reste à parler jusqu'au moment où on parle de dépatrimonialisation de l'interdit, est-ce qu'on n'a pas laissé de côté peut-être, on n'a pas laissé dans l'invisible quelque part
des personnes aussi qui utilisaient, qui s'appropriaient de certaines parties de ce patrimoine à un sens ou à un autre sens. Et puis, d'autres préoccupations que j'avais. Bon, je crois que les autres questions ont été déjà débattues. Donc, merci. Ouais, mais merci. Je vais tenter quand même parce que vraiment, résumé, et j'ai pas une mémoire aussi dense que toi pour et m'en souvenir. Mais, pardon. Et sur la question de l'invisibilisation. Effectivement, j'ai planté et cette notion, elle est bien plantée dans le travail où je fais une forme de figuration de ce que, c'est-à-dire, il y a des figures qui sont des figures qu'on dresse, qu'on présente comme des figures emblématiques, des figures historiques, bien entendu, comme emblématiques de la Révolution haïtienne. Et ce sont ces figures emblématiques et qu'on nous présente comme le résumé des personnages de cette révolution. Et ces figures sont bel et bien exposées, par exemple, au Champ de Mars. Et dans le choix du nationalisme canonique d'estimer, ce n'est pas le cas. Mais comme monsieur Magloire était un militaire, et dans la patrimonialisation qu'il nous a présenté, qu'il a construit, qu'il a fabriqué, il présente plutôt, il érige plutôt, et il gratifie, il s'arrange, et bien entendu, pour et placer ces personnages-là. Donc, en gros, je crois que la question à la visibilisation, de l'invisibilisation, les femmes, certainement, ce n'est pas moi qui vais le redire. Ici, il n'y a pas de femmes et ça se reprend assez souvent. Je crois qu'il y a des thèses qui sont en train d'être faites sur, notamment, il y a une jeune dame à l'université Laval qui travaille sur cette question. Mais bon, visiblement, on peut dire où sont passées les femmes au Champ de Mars. Mais il n'y a pas que les femmes, hein. Oui, c'est Lusana qui Il n'y a pas travaille. que les femmes, parce qu'il il n'y a pas de blancs non plus. Et ça va vous étonner quand même. Et en tant que ville de blanc, Port-au-Prince, quand même, c'est une ville de blanc dans la mesure où vous allez mais qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Mais oui, mais bien sûr, c'est une ville de blanc. C'est une ville mise en place, érigée, fabriquée, ordonnée par des blancs. Mais même si c'est un espace qui a une mémoire que je réclame, qui est une mémoire qui devrait être pluralisée. C'est-à-dire, on avait réclamé également des esclavisés et des contingents d'esclavisés pour travailler, pour faire les routes. Donc, ça veut dire que cet espace, la manière qu'elle est patrimonialisée que ce soit avec Magloire, que ce soit avec Estimé, que ce soit avec et bien avant, n'a pas mis vraiment de valeur sur finalement, ce qu'on traite. Ils les ont traités plutôt comme des ordinaires dans l'histoire. Et ces ordinaires-là, comme quoi ils n'ont pas de descendants. Et qu'à un certain moment, leurs descendants peuvent toujours réclamer finalement leur héritage, ou du moins leur part dans la ville, ou leur reconnaissance, leur représentation plutôt dans la ville. Et c'est juste, je regarde depuis dans la problématique du travail où je pointe du doigt cette forme d'invisibilisation et bien ancrée dans l'histoire, comment on résume, on synthétise, on caricature l'histoire d'Haïti et à travers, bien sûr, la scène du Champ de Mars, qui est visiblement, où ces quatre hommes, précisément, est bien ancrés et que d'autres figures n'y sont pas. On avait placé une figure, par exemple, la figure des premiers Haïtiens. Et ce que j'appelle les premiers Haïtiens, c'est même pas de mon concept, c'est depuis Madjou l'avait dit comme ça. Et que j'insiste que ce sont des premiers Haïtiens, même si les Dominicains ne sont pas d'accord avec moi. Je peux vous rappeler que je fais mon terrain également en République dominicaine, notamment sur la scène comparative à, au Champ de Mars, et qui est la place, la place coloniale. Et donc, mais en observant, comme tu viens de parler, Kathleen, de quoi des Boussales, mes chère madame, je peux vous dire, pour avoir fait également ce terrain-là en même temps, et c'est le même réflexe. Et c'est réflexe finalement que je prends le risque de dire, et dans ce travail, que si on a affaire à un nationalisme canonique, et pour reprendre Célus, et nationalisme héroïque, et puis également Biron l'a dit d'une certaine manière,
je peux vous dire que c'est le même réflexe. Et pour les Dominicains, c'est un nationalisme colonial. C'est-à-dire, ils reprennent les figures coloniales et les exposent, ce qui n'est pas le cas de notre côté. De notre côté, plutôt, nous sommes dans le triomphe, alors que dans le cas des Dominicains, ils ont repris littéralement, très clairement, les figures coloniales, et ce sont ces figures-là qu'ils exposent comme leurs ancêtres. Donc, et là, c'est certainement ils ne seront pas d'accord quand je les appelle, quand j'appelle les premiers Haïtiens, et qu'il y avait une figure, disons, des premiers Haïtiens, ce qu'on appelle l'Indien d'Haïti. Bon, mais à bien remarquer, cette figure-là, il est en détention, je peux dire, au Bureau national d'ethnologie. C'est comme lieu de punition, si vous voulez. Parce qu'il a été, de toute façon, il y a toute une histoire, vous trouvez ça dans la thèse, comment et l'histoire de cette pièce, comment il a été déboulonné et avec des raisons, bien sûr, etc. Autant que, par exemple, le nègre marron, on a pris le soin d'éliminer, et bien sûr, la machette, mais également la plaque d'interprétation. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de tensions, ça c'est l'aspect mémoriel, la question d'invisibilisation de la mémoire ou des mémoires, et qui fait que l'appropriation et la patrimonialisation qu'on en a faite de manière systématique est bien entendu une patrimonialisation, mais en même temps, on peut dire qu'elle est tellement inégale, elle est tellement sélective, les tensions qui le recèlent et qu'elle recèle nous complique la vie et que on peut toujours regarder ça de près par rapport à ce qui se passe à Port-au-Prince. Comment, en quoi quelqu'un finalement dans tel quartier défavorisé se reconnaîtrait dans tel monument, etc., où il n'a pas l'impression que ce monument lui adresse quoi que ce soit. Parce que le patrimoine est fait pour qui? Est fabriqué pour qui? Est fabriqué pour des sujets humains. Et quand on le fait, quand on fait et finalement ce monument, quand on l'érige de manière beaucoup plus inclusive eh bien, et plurielle, eh bien, ce serait au bénéfice de la société si on veut parler de durabilité. Merci. Bon, je n'ai pas OK. trop répondu. En tout cas, merci. Je vois que Dorismond souhaite intervenir à nouveau. S'il n'y a pas d'autres intervenants, il n'y a pas d'autres mais le 20, Dorismond, oui? Justement, c'est parce que je vois qu'il n'y a pas Bien. d'autres personnes qui s'intéressent À poser des questions. à poser des questions, quoi. Je voulais aller encore un peu sur cette affaire-là, telle que Kessler est en train on pourrait dire, de l'expliciter. Alors, ce que ça m'inspire, justement, en fait, les dernières interventions de Kessler, c'est quand même revenir sur cette affaire de quelle mémoire nous fait. Alors, ici, nous, entre guillemets, je dirais haïtiens, sachant que, bon, c'est vraiment un nous très tendu, un nous très conflictuel. C'est qu'est-ce qui nous fait en termes de récit de mémoire. Et c'est pour, à me poser cette question, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Et si dans le cadre, dans le nationalisme colonial, ils ont repris finalement les figures coloniales, que ce soit Christophe Colomb et autres, etc., j'ai développé ça, hein, plein de littérature sur ça, avec des photos bien sûr à l'appui, des images à l'appui. Dans le cas haïtien, Kouader Boussal, malgré tout, vous allez constater que c'est le même réflexe, c'est la même posture. Et Duvalier on pourrait dire que Duvalier nous a compensé avec Neg Mahon. Bon, non, ce n'est pas le cas. Les entretiens que j'ai eus, et assez intéressant d'ailleurs, m'explique autrement. Et analysant la figure et pour avoir également produit le 36e numéro sur le Neg Mahon de l'ISPAN, c'est Rêve Culture à travers moi et Ronald Paul, nous avons produit ce numéro sur notre direction et que nous étions en phase du discours d'appropriation exclusive encore et des gens de certaines familles qui avaient conçu cette pièce. Et par rapport au duvalierisme latent, etc., ou autre qu'on met à côté alors que la pièce était une commande. Voilà la question des tensions mémorielles et turbulences mémorielles que porte ce monument dont la survie est très compliquée au Champ de Mars. Et on voit déjà autant de cicatrices sur ce monument et qu'on ne peut pas nécessairement, de mon point de vue, et je l'ai écrit,
qui n'est pas nécessairement une figure coloniale. De toute façon, il est inconnu, alors que la plupart de nos marrons, quand même, l'historiographie haïtienne nous permet de citer quelques noms. On aurait pu nous proposer quand même un monument inclusif. Moi, j'ai défendu quand même la pluralisation des mémoires pour vous dire que pour résoudre la question, tenons compte que je ne crois pas quoi que ce soit éternel. Je fais référence plutôt et raison pour laquelle j'ai laissé ma thèse sur Duvalier, le professeur Gustin Vidéo fait un chapeau là, j'ai dû laisser courageusement parce que la question de mémoire est vraiment compliquée et que moi-même, je ne suis pas vulgairement pour l'oubli, mais je suis sage par rapport à l'oubli. Et c'est-à-dire, de toute façon, on va oublier. Et le temps le dira, même si je ne serai pas là, bon, pour le confirmer, etc. Cela dit, nous avons tellement déjà oublié des choses, hein. Vous rappelant déjà que Port-au-Prince est érigé finalement sur les lieux, sur l'espace du paysage autochtone. Ben, on n'en parle plus, mais on l'a oublié, royalement, hein. On nous parle plutôt de l'héritage postcolonial, qui est des années 20, 40, etc. Et, écoutez, mais on parle... Tu vas m'excuser, Kessler. Effectivement, au début, tu as dit que Port-au-Prince n'est plus. Mais c'est un autre Port-au-Prince qu'on a. C'est une nouvelle couche qui est en train de se mettre en place. Eh bien, sur cette couche, professeur de Rismond, je parle de palimpseste. Et Ouais, je fais une figure. Je fais une figure, je propose une figure, hein, une figuration de ça, je vous fais grâce de ça, mais bon, allez au chapitre 2 de ma Je peux dire quelque chose? Et je propose les mémoires fondatrices. Et je fais une définition, je propose une définition de ce que j'entends par mémoire fondatrice de la ville de Port-au-Prince, de l'espace, et que ce sont des couches superposées et que des groupes à chaque fois proposent ou mobilisent une partie ou un élément dépendamment de ses intérêts, de son appartenance, etc., etc. Donc, je vais faire plutôt référence aux mémoires fondatrices pour m'écarter des conflits de mémoire que suppose, hein, qui sont manifestes dans l'espace urbain de la ville de Port-au-Prince. Je peux dire quelque chose, Kester. Oui, professeur. Par rapport, je pense que la question, ce qui rend la question mémorielle assez complexe, c'est parce que ce qui mobilise une certaine mémoire dans le présent, c'est parce que c'est la question d'identité, la question d'héritage, ils répondent à des formes d'assignation ou refusent certaines formes d'assignation. C'est quelque chose qui est constitutif de la ville, je dirais. C'est-à-dire qu'avec le flux, vous avez de nouveaux arrivés, ils vont essayer de trouver leur place avec de nouveaux signes ou bien du lieu où ils sortent, ils doivent reconstruire et c'est à la ville de créer leur bagage culturel, herméneutique et tout ça. Exactement. Maintenant, regarde, ça me fait penser à quelque chose qui se passe en Allemagne. Alors, on a des villes qui portaient des noms. Dans une petite ville, on m'a raconté cela, il y avait une étudiante qui faisait une thèse sur cette question-là. Comment on change les noms de villes, des rues qui portaient les noms des colons et on attribue telle rue, telle zone, le nom de l'estave, d'un estave dont le colon était propriétaire. C'est une chose. Autre élément, c'est sur la question que tout à l'heure que tu as soulevé, effectivement qu'il y a un problème. Et quand on travaille sur la question de mémoire, comme mémoire de dictature, et aujourd'hui encore, les groupes sont en train, comme tu as bien souligné, sont en train de se battre autour d'une certaine représentation de Port-au-Prince, etc. Mais surtout, dans le présent, par rapport à la mémoire de la dictature, dont tu as fait l'expérience, la mésaventure, c'est que c'est une mémoire récente. Lorsque les témoins sont là, c'est difficile de poser la question de la vérité. La question de la vérité, pour eux, ça va être difficile de discuter avec eux. Il y a l'histoire comme champ de bataille, comment il s'appelle, c'est historien, qui a raconté comment il a travaillé sous la direction d'un grand professeur qui était directeur de thèse. Et puis, un beau jour, il se met à parler de l'histoire juive. Tu as travaillé sur cette question, et puis le professeur lui a dit, mais que sais-tu sur cette question? Qu'est-ce que tu sais
C'est la première fois qu'il a vu le professeur se mettre en colère. Là, ce n'était pas l'objectivité, c'est voilà, c'est quelque chose qu'il sentait dans sa peau. Moi, je pense que il y a quelque chose que on doit. J'ajoute quelque chose à ce que tu viens de dire, Gustinville. C'est que généralement, quand on parle de mémoire, on parle de mémoire. Alors que la mémoire, elle est très liée à l'affectivité. Exactement. Elle est très liée aux émotions. Et c'est pas sans raison, quoi. On ne se rappelle pas de n'importe quoi. On se rappelle particulièrement de ce qui nous a touchés ou de ce qui fait sens à un certain moment pour nous. Donc, l'affectivité est toujours. Il y a vraiment quelque chose d'irrationnel en profondeur et dans cette affaire de mémoire, de patrimonialisation. Et ça, Ouais, on bon, doit le oui, oui. prendre en compte pour, à la fois pour mieux affiner certaines critiques et comprendre tout à fait pourquoi ça n'est pas mobilisé les autres. Moi, je comprends, par exemple, dans le cas de la société haïtienne, il n'y a rien qui renvoie à l'esclavage. Il n'y a pas de mémoire d'esclavage. Il n'y a pas de lieu des habitations. Mis à part cette affaire, comment on appelle ça, là, Moulins-sur-Mer. Mais bon, disons que c'est plus une capitalisation faite d'un lieu de mémoire qui devait être un lieu de mémoire. Ça devient plus une esthétisation. Voilà ce que comment j'appelle cela. Mais quand il est question d'esclavage, on en parle très peu. Par canne à sucre, c'est pareil. On a esthétisé, et ça, il faudrait bien savoir pourquoi. C'est cette Non, posture. mais je crois que et Michel l'a fait quand même. On peut le dire quand même, lui Ah bah, faciliter ça. Dans son je n'ai article pas, 2014, je je n'ai pas crois, lu il l'a ça. fait. Je n'ai pas Et, lu ça. Ah, et Jerry, Dorismon, OK. Donc, Kester, tu voudrais ajouter quelque chose? Oui. oui, mais en fait, pour résumer tout ça, tout cela, et bon, on ne peut pas nécessairement tout répondre, mais c'est un travail fortement marqué et porté sur la mémoire. J'ai dit tout simplement tout à l'heure. Bon, dans mon cas, j'ai fait plutôt, je me réfère à David Riff qui nous parle pour les philosophes pour philosophes que vous êtes, vous deux, l'Augustin Hill et Doris Mons, le, ça fait du bien d'oublier. Et son texte, elle nous dit le privilège finalement de l'oubli par rapport au piège de la mémoire collective. Et je crois que ce texte est assez intéressant en ce sens, et publié en 2018, et parce que tout simplement, nous avons tellement déjà oublié des choses, et quand on fait comme si on veut garder quelque chose pour ne pas l'oublier, on est dans l'affectivité, on est plutôt dans l'intéressé, on n'est pas sérieux si on veut parler très concrètement par rapport à ce que nous parlons là. Donc, en ce sens, ça veut dire, je fais référence par rapport à ce morcellement et dans ma méthodologie de la ville de Port-au-Prince, la temporalité qui intéresse les gens en général, c'est cette temporalité qui est en bas, c'est temporalité coloniale et l'autre temporalité qui est la post-coloniale qui est, disons, à ma gauche et qui est là. Donc, c'est plutôt cette temporalité qui intéresse, alors que le morcellement du territoire autochtone n'est pas nécessairement débattu. Et bon, on peut comprendre. Et on est dans la sémiotique quand même des choses. Remarquez, j'ai mis ça en noir. Et pour parler plutôt de cette mémoire fondatrice qui tourne autour de ce territoire, ce n'est pas une mémoire dominante, ce n'est pas une mémoire, c'est l'histoire finalement du lieu, c'est l'histoire de ce territoire et que les groupes s'en approprient et je reste plutôt dans le palimpseste du lieu au lieu de prioriser telle mémoire par rapport à telle autre mémoire. Je vous en remercie gracieusement. OK. Et voilà. On remercie Kester d'avoir accepté de se prêter au jeu. Et je rappelle à ceux et celles qui ont assisté à ce séminaire, au cours de l'année, on a un ensemble de séminaires où nous avons des chercheurs seniors, des chercheurs juniors. Nous discutons ensemble des problématiques qui peuvent être toutes très intéressantes pour certains et puis moins intéressantes pour d'autres. Mais sauf que, bon, il s'agit des questions, c'est notre travail de discuter certaines des problématiques avec ceux qui s'y intéressent. En tout cas, merci d'avoir pris part à ce webinaire, on peut dire que ce séminaire. Donc, merci Doris Pont qui a joué quasiment le rôle de discutant Ah et oui, merci. Delano pour
pour sa question, Kathleen Charles. Donc, ça a été très animé. En tout cas, merci. À la prochaine.